Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc absolument incroyable que j'avais découvert par hasard dans un journal. Donc, il y a quelques mois, j'étais tombé sur un article qui parlait d'un énorme paquebot à la dérive sans personne dedans. Et apparemment, il fonçait sur les côtes, mais finalement, il avait totalement disparu. Et donc, on parle ici de bateaux fantômes. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant, j'ai fait des recherches un peu plus approfondies. Et en fait, des cas comme ça, il y en a plein. Et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé des trucs complètement fous que je vais vous partager aujourd'hui. Préparez-vous à embarquer sur le Toonlar Ship pour une incroyable aventure à la découverte des bateaux fantômes à travers les océans. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Le bateau infesté par des rats cannibales géants. On va commencer par l'incroyable histoire du Lyubowy Orlova. En fait, c'était un bateau d'exploration scientifique construit en 1975. Il fait des expéditions dans l'Antarctique, surtout pour les scientifiques. Et il participe même à des sauvetages. Le 27 novembre 2006, il échoue sur l'île de la Déception. Alors s'échouer sur l'île de la Déception, c'est quand même un comble. Un autre bateau qui s'appelle le Palmas vient à sa rescousse. C'est un énorme brise-glace espagnol. Et donc c'est le genre de bateaux qui ont une puissance phénoménale, qui sont capables de sortir des bateaux d'une détresse pareille. Le bateau est ensuite ramené et il est stocké dans un port. Sauf qu'en 2010, petit problème d'argent. On part sur des énormes factures impayées, l'équipage n'étant aussi plus payé depuis des mois. La galère frère, comme on dit chez moi. Non, parce que faire le plein de ce genre de bateau et l'entretenir, c'est pas 60 balles, c'est des millions d'euros tous les ans. Il est entreposé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ici sur la map, comme vous pouvez le voir pour vous donner une idée. Et là, vous avez une compagnie en fait qui décide de le racheter pour le démanteler et l'emmener en République dominicaine. Faut savoir que ces bateaux, c'est vraiment blindé de saloperies. Il y a de l'amiante, il y a du fuel et dans celui-là il y avait aussi du mercure. Autant vous dire qu'il fallait pas qu'il coule hein. Mais surtout le bateau était maintenant infesté de rats géants cannibales. C'est-à-dire que vous aviez un petit rat avec une casquette de capitaine qui était là tranquille à tenir la barre et qui demandait à ses rats moussaillons de lui servir des kebabs à base de rats. Bon non là c'est moi qui me suis tapé un petit délire. Mais le bateau était réellement infesté de toutes parts par des rats. C'était littéralement devenu Raland, si tant est que Raland puisse exister un jour. Raland, le pays des rats. En 2013 il quitte Saint-Jean-de-Terre-Neuve pour aller en République dominicaine, là où il devait être démantelé. Sauf que pas de bol, grosse tempête pendant le remorquage, le câble lâche. Le remorqueur ne peut rien faire et rentre au port, parce que la tempête est trop puissante, laissant le bateau avec les rats géants cannibales dedans dériver pépouze dans l'océan. Vous sentez la douille venir. Et donc à partir de ce moment-là, on perd complètement sa trace. Sauf que 6 jours plus tard, on le repère non loin d'une plateforme pétrolière, et donc il est remorqué pour éviter de la percuter. Et là, truc incroyable, le Canada ordonne de le laisser à la dérive car il est entré dans les eaux internationales et ne représente soi-disant plus de danger. En gros, ils essayent un petit peu de s'en débarrasser tranquillement quoi. Eau internationale, c'est pas notre territoire, on s'en occupe pas, le mercure dans l'océan, c'est pas nous monsieur, on a rien vu. Cette fois-ci, les Canadiens, c'était pas très bien on va dire. Bon, à ce moment-là, tout le monde pense qu'il a coulé, sauf que quelques mois plus tard, on l'aperçoit au milieu de l'océan Atlantique Nord, avec un rat géant qui le pilote comme ça d'une main. Ah non, là, je crois que je rêve encore. Big Rat with the Shotgun, nouveau film encore une fois. Non, là, on l'a bel et bien vu quelques mois plus tard au milieu de l'océan. Et après ça, plus rien, il disparaît. Une info tombe comme quoi il arriverait sur les côtes irlandaises. Mais finalement, le gouvernement dément cette information. Petite théorie. Est-ce que le gouvernement irlandais, voyant un bateau chargé de saloperies arriver sur ses côtes, n'aurait pas, par hasard, je dis ça, je dis rien, tiré éventuellement un petit missile pour le couler? Ah, c'est tout à fait possible, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. En tout cas, c'est extrêmement probable qu'il soit toujours en train de dériver avec ces rats géants cannibales à l'intérieur. Et vous allez voir maintenant que c'est pas impossible que des bateaux comme ça dérivent pendant des dizaines d'années. Le vaisseau fantôme de l'Alaska. Ce bateau servait à alimenter les réserves inuites. Il a été fabriqué en 1914 en Suède. Sauf que pas de bol, un jour de 1931, il reste coincé dans la banquise près de Barrow, en Alaska. Barrow, je le dis bien. Nice. L'équipage abandonne le navire bloqué dans la glace. Ils sont sauvés par un autre bateau qui vient les chercher, laissant le mastodonte prisonnier des glaces. Sauf que tout le monde ne part pas. Les plus costauds restent à bord pour surveiller le bateau, qui est coincé dans la banquise. Ils construisent non loin un village de fortune avec des cabanes en bois, pour attendre les beaux jours afin que la glace fonde, et enfin pour repartir avec le paquebot. Mais un gros problème survint. Le peu d'équipage resté sur place perd sa trace après une journée de tempête, pensant qu'il a juste coulé. Un Inuit qui habitait dans le coin, qui était situé à quelques kilomètres, dit l'avoir vu, qui voguait seul sur l'océan. À partir de là, l'équipage qui attendait que la glace fonde pour récupérer le bateau, il décide finalement complètement de l'abandonner. Mais entre 1930 et 1940, on l'a aperçu environ une douzaine de fois, flotter à la dérive, comme dirigé par un équipage fantomatique. Puis 30 ans plus tard, précisément en 1962, on le voit encore naviguer seul dans la mer de Beaufort. Pendant 30 ans, le navire a dérivé seul. Normalement, un bateau comme ça, il coule, mais là, ça s'est pas passé comme ça. Et en 1969,
il est aperçu prisonnier de la glace à nouveau. Et après ça, il disparaît et personne n'a encore revu ce bateau. Imaginez, vous tombez sur une épave qui dérive comme ça, sans doute complètement rouillée. Ça doit faire vraiment flipper. Mais attendez, il y a d'autres bateaux fantômes encore plus hallucinants. Le navire maudit. La Marie Céleste, c'est le nom de ce bateau qui a été retrouvé en 1872. Tout son équipage s'est mystérieusement évaporé. Et encore aujourd'hui, on sait toujours pas ce qui s'est passé à bord, comme vous allez pouvoir le voir. À son bord, l'équipage était très expérimenté. C'était pas un gros paquebot. Il faisait 31 mètres de long pour 7,6 mètres de large. C'était quand même un très gros voilier. Mais pourquoi ce navire était maudit en fait? Eh bien, la première personne qui l'achète en 1872 meurt juste après justement l'avoir acheté. Puis son nouvel acquéreur l'abîme gravement lors d'un voyage en percutant un barrage. On le ramène donc dans un chantier pour le réparer. Sauf que là, pas de bol, il prend feu. On est vraiment sur une totale malédiction. Il change de propriétaire durant les années qui suivent et chacun d'entre eux ont de gros problèmes avec. Et certains font même faillite à cause de ce vaisseau maudit. Mais c'est après que l'inexplicable arriva. À son bord, le capitaine Briggs, sa femme, ses 2 enfants et 7 moussaillons pour gérer le bateau. Il part de New York chargé de tonneaux d'alcool. Quelques mois plus tard, il est retrouvé par les Anglais au large des côtes du Portugal. Et plus personne n'était à son bord. À l'intérieur, rien n'avait bougé, pas même la nourriture. Les effets personnels étaient intacts et sa cargaison d'une valeur très élevée toujours là. Les gens à son bord s'étaient comme évaporés. Il y a eu après ça plusieurs théories à son sujet. Le bateau aurait pu être attaqué par des pirates africains très répandus à cette époque dans cette zone. La seconde théorie affirme que c'est le bateau qui les a découverts qui aurait tué tout l'équipage, pour des raisons obscures. D'autres disent que c'est une tempête qui a balancé tout le monde à la mer. Et encore aujourd'hui, personne n'a d'explication sur ce qui s'est passé. 100 ans après, il réapparaît en mer. On est en 2015 près de Cuba, dans le triangle des Bermudes. Le 16 mai, les militaires cubains repèrent un bateau situé dans une zone militaire totalement interdite. Ils tentent de communiquer avec, mais aucune réponse. Les militaires cubains envoient donc 3 navires pour le prendre en chasse et l'intercepter. Une fois arrivés sur place, c'est l'étonnement le plus total. Ils tombent sur un paquebot totalement rouillé, vieux de près de 100 ans. C'est le Cotopaxi. C'est le nom du bateau, très bizarre mais c'est comme ça. On dirait un médicament pour la toux. Le bateau est bien évidemment vide et dérive seul sur l'océan. Les militaires montent à bord pour fouiller l'épave flottante et trouvent le journal de bord du capitaine. Le document est minutieusement exploité mais rien n'explique pourquoi il a été abandonné durant les 100 dernières années. Faut savoir que ce journal de bord a été extrêmement bien tenu jour après jour. Tout y était absolument notifié. Sauf que le 1er décembre 1925, tout d'un coup, absolument plus rien n'est écrit dans le journal de bord. C'est-à-dire que ce jour-là, il s'est passé un truc extrêmement grave. Et encore une fois, personne n'a encore aujourd'hui résolu ce mystère. On sait pas du tout ce qu'est devenu l'équipage, et bien évidemment les gens ont pensé directement au surnaturel, sachant que c'était dans le triangle des Bermudes. Vous savez, dans le triangle des Bermudes, il y a plein de théories, sauf qu'on va faire une petite pause avec cette histoire parce qu'il y a eu un problème. En vérifiant mes sources, j'ai pu constater que c'était totalement n'importe quoi. Ça a été relayé par Le Monde comme quoi c'était une histoire totalement fausse. En fait, le bateau n'est jamais réapparu, et c'était seulement des journaux à sensation qui voulaient générer des revenus publicitaires en faisant des clics. C'est-à-dire, ils avaient trouvé une histoire un peu sensationnelle, et ça leur apportait beaucoup d'argent. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde, et donc cette histoire n'est pas vraie. Il y a beaucoup de mystères autour de ces bateaux, on sait pas toujours ce qui s'est passé, mais je vais vous parler d'un bateau où on a réussi un petit peu à découvrir la vérité, et vous allez voir que c'est pas toujours glorieux. Et celui-ci est particulièrement glauque. Ohé ohé, capitaine se fait trucider. Le HIM 6 quitte un port de Taïwan en 2002, et il dérive dans l'océan comme ça durant 1 an, avant d'être retrouvé en 2003 non loin de l'Australie. À l'intérieur, absolument rien ne montre pourquoi il a été délaissé au beau milieu de l'océan. Comme le bateau d'avant, tout à l'intérieur est resté intact. Rien n'a bougé et le bateau est en très bon état. Et donc aucune raison qu'il ait été abandonné. On trouve donc ce bateau à 150 km des petites îles appelées Royal Shores. Et la mer est extrêmement calme à cet endroit. Et il y a vraiment aucun indice qui mette sur une piste pour montrer ce qui s'est passé. C'était un bateau de pêche tout à fait classique qui transportait rien de très cher. Donc là, ça pouvait pas être des pirates ou quoi que ce soit. Après sa découverte, on le remorque à Broome, où il va être inspecté par des experts pour trouver éventuellement des traces qui montreraient une quelconque baston. Mais on ne trouve absolument rien. On lance ensuite une campagne de recherche qui va fouiller l'océan sur 13 500 km. Mais là encore, aucune trace de l'équipage fantôme. Et c'est à ce moment-là qu'un truc extrêmement étrange arrive. Des appels téléphoniques commencent à être émis depuis le téléphone de l'ingénieur du bateau en Indonésie. Et là, la police écoute les enregistrements. Ils constatent des choses un peu étranges et soupçonnent qu'une mutinerie a pu se produire. Une mutinerie, c'est-à-dire c'est quand l'équipage commence à s'entrebuter, quoi. Un petit peu en mode Battle Royale, quoi, il n'en restera qu'un. Et sur un bateau, souvent, c'est pas très bon signe. Non, parce que quand t'as Gilbert au milieu de l'océan qui essaye de te mettre un coup de casserole dans la tête, t'as intérêt à savoir nager. Les autorités finissent par retrouver un des membres qui avait émis l'appel. Et visiblement, il avait volé le téléphone de l'ingénieur sur le bateau.
Déjà un petit peu étrange, parce que le téléphone ne lui appartenait pas, hein. C'était un autre membre de l'équipage qui était ingénieur. Et là, le mec que la police a retrouvé explique que les membres de l'équipage qui avait été recruté ont trucidé le capitaine et l'ingénieur du bateau. Le type a quand même récupéré son téléphone. Bizarre quand même. Il explique qu'ils sont tous repartis en abandonnant le bateau, et apparemment en faisant disparaître les preuves. Il donne pas plus d'explications sur ce qui s'est passé, aucun corps n'est retrouvé, il n'y a pas de preuves, donc on peut pas l'arrêter. Est-ce que le gars était dans le coup? C'est fort probable. Pour moi, le pire, c'est quand même que le mec a volé le téléphone de l'ingénieur qui s'est fait buter sur le bateau. Et encore aujourd'hui, on sait toujours pas ce qui s'est passé, ils l'ont relâché dans la nature, ils ont pas pu l'arrêter. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-là qualitative, mais je ne sais pas comment expliquer tellement elle est qualitative. Pensez à vous abonner également, c'est extrêmement important. Je vous embrasse très fort. Laissez un petit pouce si vous avez kiffé, à très bientôt les potes. Ciao. C'était Captain Igloo.